Très bien. Voilà, c'est ça. Allez, on enregistre. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. On va se donner quelques secondes pour permettre à tous nos intervenants, enfin plutôt à tous nos participants de nous rejoindre. Voilà, on va se donner 10-15 secondes et on va pouvoir attaquer. Alors, je vais en profiter avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque on a, on va dire, quelques secondes devant nous pour que tout le monde nous rejoigne, afin de faire un petit point rapide d'ordre technique. Tout d'abord, concernant le son, c'est un point de blocage habituel pour ce type de format, pour les webinars. Donc, si vous entendez le son de ma voix actuellement, dans ce cas, c'est que tout va bien. Ça veut dire que votre système est configuré et que vous serez en mesure de suivre la totalité de cet échange. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le son à l'heure où je vous parle, on a listé donc à l'écran quelques-uns des points de blocage les plus fréquents. Il est simplement à noter que malheureusement, nous sommes soumis à des qualités de bande passante inégales qui peuvent parfois hacher les propos. Voilà, s'il vous arrive de rencontrer ce problème pendant la diffusion, nous vous prions par avance de nous en excuser. Alors, concernant cette présentation en tant que telle et les questions-réponses, c'est un module important pour nous au cours d'un webinaire. Donc, les questions-réponses, en quelques mots, on va s'accorder une session en toute fin de présentation d'une dizaine de minutes. Pourquoi est-ce qu'on le place en fin de présentation? C'est pour respecter l'agenda et le temps à partir d'une heure. Donc, les questions seront récoltées tout au long de cette présentation. Nous avons déjà reçu quelques questions en amont du live via des réseaux sociaux, mais notre priorité, c'est surtout que vous, participants, ayez réponse à toutes vos interrogations. Voilà, c'est pourquoi on vous invite à surtout ne pas hésiter à nous envoyer toutes vos questions via le module de chat en bas à droite de votre écran. Il y a un petit point d'interrogation qui sert précisément à transmettre une question. On les traitera en priorité. Voilà, sachez que si nous n'avions malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions, chacune serait adressée personnellement par email dans la foulée. Concernant les livrables, c'est aussi une question fréquente. Sachez qu'à l'issue de ce live, vous recevrez deux documents. Tout d'abord, un lien d'accès au replay qui vous permettra de revoir ou de réécouter certains passages de cette présentation. Pourquoi pas de la forwarder en interne à un collaborateur si vous le jugez pertinent. Et puis, il y aura un article de fond qui reprendra les principaux points présentés aujourd'hui. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live d'une heure sur le thème de la rationalisation de portefeuille recherche, innovation et développement. Il est temps pour moi de donner la parole à Julien Besse et à Pierre Boujard, qui sont les spécialistes des sujets de recherche et innovation chez Kepler. Je vous souhaite un très bon live. Et Julien, la parole est à toi. Merci Adrien. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Julien Besse, directeur associé de Kepler et plus spécifiquement co-leader de la practice innovation. Bonjour à tous, Pierre Boujard, manager chez Kepler et j'interviens essentiellement et principalement sur tous les sujets liés à la practice innovation. Alors, merci Pierre. Tout d'abord, Kepler en quelques mots. Kepler est un cabinet à taille humaine, donc à peu près 70 consultants, mais avec une vraie dimension internationale. Le siège est situé à Paris, mais nous avons également des bureaux à Chicago, à Shanghai et à Chennai, avec la possibilité d'accompagner nos clients localement. D'ailleurs, notre chiffre d'affaires est réalisé à plus de 50% sur des missions internationales et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires experts comme des senior advisors qui sont des anciens vice-présidents dans différents grands groupes, des éditeurs de logiciels, des coachs agiles ou toute autre compétence spécifique. Donc, Kepler est un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la marge opérationnelle et l'efficacité, qui est composé de 4 practices, donc l'innovation, les achats,
la supply chain et les opérations. Alors, nous ne sommes pas un cabinet généraliste, mais je dirais plutôt un cabinet de multi-spécialistes. Par exemple, la practice innovation de Kepler est issue de l'intégration de Synogène, qui était spécialisée à 100% sur les problématiques de management de l'innovation et de performance R&D. Et par ailleurs, avec l'ensemble de ces practices et de ces compétences, nous proposons des offres qui font appel aux compétences des différentes practices pour des sujets spécifiques, comme par exemple le sourcing de l'innovation ou l'open innovation. Donc, ils font appel aux compétences des practices achats et la practice innovation. Le lean engineering, qui fait appel aux compétences de la practice innovation et la practice opération, ou le redesign to cost. Donc, cette liste est bien évidemment non exhaustive. Alors, en complément des practices, nous avons une équipe qui est spécialisée sur le digital et nous nous positionnons là-dessus à plusieurs niveaux. Alors, nous proposons une offre IA clé en main avec la possibilité de réaliser un diagnostic et une roadmap IA pour nos clients, ou alors proposer et implémenter des outils adaptés à vos problématiques métiers, voire, si c'est nécessaire, de développer des solutions ad hoc avec un partenaire. Au-delà de ces deux premières offres, nous proposons des offres de conseil classiques qui sont boostées par le digital. Et à ce titre, je pense qu'il est intéressant de mentionner que nous avons en interne une startup, EasyCost, qui propose un outil de costing rapide basé sur l'intelligence artificielle et que nous utilisons dans le cadre de nombreuses missions achats. Alors, ces offres digitales sont transverses à nos practices et complètement intégrées dans nos offres, au même titre que d'autres expertises et savoir-faire transverses qu'il faut mentionner, comme le PMO, la communication ou le change management. Et pour ces offres digitales, nous nous appuyons bien évidemment sur un réseau de partenaires et en particulier, je voudrais mentionner sur le périmètre innovation, nous nous appuyons sur des spécialistes et des outils de portfolio management, des outils de project management, des outils de staffing de ressources ou de mapping de compétences. Voilà. Donc, juste une introduction après ces quelques mots sur Kepler, une introduction sur la rationalisation du portefeuille R&D, donc recherche, innovation et développement. Alors, la gestion de portefeuille, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce schéma assez simple nous a souvent été utile pour déployer la gestion de portefeuille chez nos clients et clarifier pour les équipes la différence entre gestion de projet d'une part et gestion de portefeuille d'autre part. Alors, la gestion de portefeuille, de façon très simple, c'est faire les bons projets. Et la gestion de projet, c'est faire bien les projets, faire les projets de façon efficace. Et finalement, de façon assez schématique, la gestion de portefeuille, c'est l'articulation entre la stratégie d'innovation de l'entreprise et les projets de recherche, innovation et développement. Et en synthèse, cela permet à une direction générale de s'assurer que les projets qui sont menés au sein des équipes répondent à la stratégie de la manière la plus optimale et efficace possible. Alors, si vous êtes confronté à un ou plusieurs de ces challenges, par exemple, les trois premiers qui sont plutôt ce qu'on peut qualifier de pain points. Premièrement, vous n'avez pas ou peu de visibilité sur les projets en cours à un instant T au sein de votre organisation. Ou alors, vous avez du mal à comparer vos projets entre eux sur des critères communs et objectifs. Ou bien, vous ne savez pas si vous menez les bons projets et si l'allocation de vos ressources humaines et financières est optimale. Ou alors, comme challenge, vous pouvez avoir les enjeux ou les objectifs suivants. Donc, vous avez besoin de faire des économies et donc de concentrer vos moyens sur des projets avec un retour sur investissement intéressant. Ou vous voulez sécuriser les projets qui vont garantir votre croissance à moyen et long terme et non pas uniquement focaliser vos ressources sur vos besoins court terme. Ou bien vous souhaitez optimiser vos risques en disposant d'un portefeuille de projets équilibré entre des projets
peu risqués et incrémentaux, et des projets plus innovants, mais avec certainement un niveau de risque plus important. Alors, si vous êtes confronté à un ou plusieurs de ces challenges, c'est certainement le moment pour vous de rationaliser votre portefeuille de projets, recherche, innovation et développement. Alors, la méthode, c'est vraiment d'instaurer le cercle vertueux suivant. Premièrement, des actions. La première action, c'est de stopper les projets qui ne sont pas alignés avec votre stratégie ou des projets qui sont à faible impact. Et ensuite, avec les moyens que vous avez libérés finalement, en stoppant quelques projets, c'est de concentrer vos équipes et vos moyens sur les projets les plus pertinents. Donc, les conséquences principales, c'est l'accélération de la mise sur le marché de vos projets. À ce titre, on a à plusieurs reprises fait des benchmarks sur les modalités d'accélération du time to market et la rationalisation du portefeuille de projet apparaissait comme un prérequis indispensable à toutes ces démarches d'accélération. Et pour finir, donc l'amélioration de votre retour sur investissement et la sécurisation de votre croissance à moyen et long terme. Alors, les principaux obstacles qu'on rencontre couramment dans ce type de démarche, c'est le manque d'alignement entre le business, la R&D et l'industriel sur les projets prioritaires et un flou dans les prises de décision. Alors, ces deux obstacles sont très souvent liés à un point qu'on va adresser dans la gestion de portefeuille, qui est l'absence de critères objectifs et partagés dans la sélection de projets. Donc, les projets qu'on engage sont plutôt décidés de manière subjective par entité et de façon non concertée. Le troisième obstacle qu'il est important de mentionner, c'est le fait qu'il n'y a pas ou peu de monitoring centralisé des projets. Les projets apparaissent dans des fichiers Excel localement au sein des entités et des équipes, mais ne sont pas centralisés et disponibles pour tout le monde. Et le dernier point, c'est la difficulté ou l'incapacité à stopper réellement les projets. C'est toujours très difficile et on a beaucoup de témoignages de patrons d'entités de R&D sur ce sujet. C'est très compliqué de stopper les projets et à plus forte raison quand les critères apparaissent flous ou plutôt subjectifs. Et c'est certainement plus facile quand on a mis en place un processus, des critères objectifs et qui sont partagés au sein de l'organisation. Alors, pour réussir à relever ces différents challenges et dans la mesure du possible à surmonter les obstacles qu'on vient d'évoquer, on va vous présenter, et Pierre Boujard va vous présenter une démarche que nous avons mise en place auprès de différents clients dans différents secteurs très différents, comme la cosmétique, l'automobile ou la chimie. Je vais passer la parole à Pierre. Merci Julien. Alors, pour la partie méthodologique, nous, lors de ce webinaire, on souhaite d'abord vous présenter la démarche complète qu'on utilise chez Kepler quand il s'agit de rationaliser un portefeuille de projet. Dans un premier temps, donc, vous présentez ça et ensuite, vous présentez cette démarche adaptée dans un esprit Smart Value Initiative, donc avec l'objectif d'avoir un impact rapide sur votre organisation. Alors, notre démarche classique, elle se structure en 3 grandes étapes afin d'atteindre l'objectif final d'un portefeuille structuré, rationalisé et priorisé. Alors, la première des 3 étapes, elle a pour objectif de clarifier et de partager la stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est d'aligner l'ensemble de l'organisation, donc la direction, le business, la R&D, l'industriel, etc. Enfin, toutes les parties prenantes sur une stratégie claire pour l'entreprise et au niveau de la recherche, innovation ou développement sur les enjeux business et technologiques prioritaires, les principaux challenges qu'il faut adresser. Et à l'intérieur de ça, clarifier le rôle de la recherche et développement et de ces différents projets
pour garantir la mise en œuvre de cette stratégie. Ça, c'est une étape vraiment importante. Nous, d'expérience, on se rend compte que tout n'est pas toujours complètement clair et tout le monde n'est pas aligné sur les bons objectifs, ou en tout cas ceux qu'il faut vraiment poursuivre. Une fois qu'on a fait cette première étape, on peut passer à la deuxième étape quand on parle de rationalisation de portefeuille, c'est celle de la structuration de son portefeuille. Ici, ça démarre par également aligner les différents acteurs sur la définition de ce qu'est un projet. Ça semble trivial, mais c'est pas le cas. Un projet, ça doit avoir un livrable qui est clair pour tout le monde, une équipe, un budget, un planning avec un début et une fin, une ou plusieurs voies techniques. Et donc voilà, ça c'est bien caractériser ça avec l'ensemble des acteurs, définir les différentes typologies de projets que vous pouvez avoir au sein de votre portefeuille. Est-ce que c'est des projets de recherche, des projets de connaissances, des projets de développement, etc. Bien définir les différentes typologies qui vont derrière structurer votre portefeuille de projets. Ça, c'est la première étape dans celle-ci. Et ensuite, il s'agit, à côté de ça, de recenser de manière complètement exhaustive tous les projets, ou en tout cas tout ce que les gens appellent des projets au sein de votre organisation. Ça nous donne un portefeuille complet existant, qui est important donc pour pouvoir avancer et être sûr qu'on n'oublie rien et que tout le monde a pu donner ses inputs. Ensuite, le troisième point que nous, on appelle de structuration, donc c'est de définir des règles de gestion claires pour ce portefeuille de projet. Alors pour nous, un exemple de règle de gestion pour que ce soit plus parlant, c'est par exemple un projet de recherche ou d'innovation, c'est possible d'avoir plusieurs voies techniques qui sont étudiées. Par contre, il faut peut-être fixer un nombre maximum. 3 ou 4 pourraient sembler raisonnables de voies techniques poursuivies dans un projet de recherche. Parce que si on a 10 voies techniques qui sont explorées en même temps, on peut peut-être se dire que ça n'a pas vraiment de sens, et donc du coup il faudrait créer 1, 2 ou 3 projets supplémentaires pour vraiment avoir des objectifs clairs et un livrable clair, comme on évoquait dans la partie structuration. Une fois qu'on a des règles de gestion claires, les définitions claires et qu'on a recensé tous les projets, le livrable de cette seconde étape, c'est de revoir l'ensemble du projet, des projets des portefeuilles et de les redéfinir, de mettre au propre ce portefeuille d'après la nouvelle structuration et également par rapport aux principaux challenges et enjeux qu'on a validés lors de l'étape 1. Ça nous donne une vision de votre portefeuille existant bien aligné. Et c'est la fin de notre deuxième étape. Ensuite, on a la dernière étape qui est de la démarche, qui est celle vraiment de rationalisation de votre portefeuille, avec d'abord un premier jalon important qui est d'effectuer un premier niveau de rationalisation de portefeuille par rapport justement à ce que vous avez pu mettre au propre à la fin de la deuxième étape. Se dire, tel projet, il ne répond pas à nos grands enjeux qu'on a validés à l'étape 1. Du coup, est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait qu'on doit conserver ce projet dans le portefeuille ou pas? Et si pas, du coup, ce projet, il faut faire en sorte de l'arrêter au bon moment avec les équipes pour que cela se fasse en douceur. Et au contraire, d'autres projets qui sont complètement alignés avec l'enjeu business qu'on a validé, que nous, n'était pas forcément prioritaire, et bien ce projet-là, il va peut-être falloir lui donner plus de force. Une fois qu'on a fait cette première priorisation de portefeuille, on peut outiller celui-ci. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est utiliser un outil de scoring, une grille de scoring avec des critères clairs, des critères techniques, des critères de faisabilité, des critères business, de potentiel business, d'utilisateurs, enfin de gains utilisateurs par rapport à ce projet et au livrable. Alors après, nous, on a vraiment côté Kepler dans la démarche de scoring. Pour nous, c'est pas un système expert, c'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer les petits critères, etc. Ça va vous donner une note, et à la fin, vous dites ok, les 10 projets les plus prioritaires de mon portefeuille, c'est ceux qui ont les 10 meilleures notes.
En fait, cet outil de scoring, c'est une grille de lecture. L'idée, c'est d'engager une discussion entre les différents acteurs des projets, donc le business, l'industriel, la recherche, autour de critères qui seront peut-être spécifiques à chacun des acteurs, mais qui doivent être discutés tous ensemble. Et donc, c'est ce qui est vraiment intéressant là et ce qu'on se rend compte et ce qui apporte beaucoup de valeur chez nos clients, c'est l'alignement de tout le monde et un changement de mindset au sein des équipes pour que le business, il pense également aux critères recherche et industriel quand il fait sa notation. Il est son avis et il se sent pleinement intégré dans le projet. C'est pas fait chacun de son côté. C'est vraiment un travail collaboratif de scoring de chacun des projets. Ça, c'est vraiment, nous, une conviction de notre part très forte sur l'outil de scoring. Une fois qu'on a cet outil, qu'on a bien aligné tout le monde sur les critères qui correspondent et qui sont nécessaires pour notre entreprise, on score l'ensemble des projets du portefeuille, ce qui nous permet d'avoir une comparaison de ces projets, une vision de ces projets les uns par rapport aux autres, au sein des différents périmètres, mais aussi sur l'intégralité de votre périmètre de projet. Et derrière, il y a une nouvelle priorisation qui vient être faite sur ce portefeuille. Alors, via le scoring, mais pas uniquement, hein. C'est ce qu'on explique, c'est que du coup, la discussion s'est engagée et on a des vrais échanges. Une fois qu'on a fait cette étape de priorisation, donc cette deuxième priorisation, où là, on atteint vraiment l'objectif d'un portefeuille rationalisé et priorisé, il faut derrière, dans cette méthodologie, réallouer les ressources en lien avec cette nouvelle priorisation. Donc, nous, on vous accompagnera à se dire, voilà, ce projet-là, il faut peut-être lui allouer plus de ressources humaines, plus de ressources budgétaires pour améliorer son time to market. C'est un exemple qu'on peut donner. Alors, pour continuer, après cette présentation de la démarche, on se propose d'être encore plus concret et de vous présenter un cas client de cette approche classique sur une durée d'un petit peu moins d'un an. Donc, 10 mois sur lesquels on a mené donc les 3 étapes. Vous avez la temporalité de chacune des étapes en dessous. Donc, on voit l'étape 1 qui a duré 1 mois environ, l'étape 2, 2 mois et l'étape 3, donc un peu plus longue, avec la partie rationalisation pendant 2 mois et ensuite plutôt la priorisation et la mise en place du change management pendant 5 mois. Si on regarde un peu plus précisément à l'intérieur de chacune des étapes, ce qu'on a travaillé et livré avec le client. Il y a d'abord en étape 1 une stratégie validée et partagée par tous les contributeurs au projet sur notre périmètre d'intervention. Il y a l'identification de 6 grands challenges en jeu sur ce périmètre, auxquels ensuite devaient répondre chacun des objectifs et des livrables des projets. Suite à ça, donc à l'étape 2, on a recensé l'ensemble des projets et on les a caractérisés comme on vous l'a présenté précédemment. Donc ça représentait une base au niveau du portefeuille de 225 projets. Et on avait également, bien sûr, aligné tout le monde sur le glossaire, la définition d'un projet, etc. On a validé 6 grandes règles de gestion à respecter dans le projet, dans le portefeuille de projet. Et suite à ça, donc à la mise au propre de ce portefeuille, on a entamé l'étape 3. L'étape 3, la partie rationalisation, elle nous a permis de baisser de près de 60% les projets, le nombre de projets dans le portefeuille. Alors, on n'a pas tué 150 projets, hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. On a retravaillé le portefeuille. Parfois, on a fusionné des projets. Parfois, on les a découpés en 2 projets parce qu'il y avait des objectifs et des livrables qui étaient différents. On a créé des projets plus importants pour avoir plus de force et plus d'impact sur un livrable qui était proche. Donc, ce travail nous a permis de baisser d'environ 60% le nombre de projets dans le portefeuille et donc de clarifier sa visibilité. Et enfin, après avoir fait cette big picture du portefeuille en étape 1, on a une étape 2 plus longue dans cette étape d'évaluation et de priorisation des projets, où là, on finalise la priorisation et on accompagne les équipes pour s'assurer que le portefeuille est bien en main des opérationnels. Donc, que la structuration est bien intégrée, bien appliquée, que les outils sont bien en main des opérationnels, etc. Donc là, il y a vraiment une partie change management et accompagnement des équipes pour qu'ils s'approprient pleinement cette méthodologie et ce processus de rationalisation.
Là, l'objectif, on est en train de la terminer, cette mission, c'est d'atteindre 30 à 35 projets dans le portefeuille. Donc, pleinement aligné avec les objectifs et la stratégie de l'entreprise. Pour continuer, très rapidement, quelques exemples de livrables clés pour nous obtenus par le client en fin de mission. Donc, on va avoir des redites, donc je ne rentrerai pas dans le détail de tous, mais il y a création d'un langage commun sur les projets, donc avec des choses très claires, avec un glossaire des termes structurants, comment ça s'articule entre eux, que ce soit bien précis. On a définition de typologie de projet. Donc là, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, sur la typologie de projet, on peut avoir des projets amont, de recherche, d'innovation, on peut avoir des projets de développement. Autre exemple, dans la chimie, par exemple, on a une typologie de projets plutôt process et des typologies de projets plutôt produits. Voilà, c'est tout ça qu'il faut bien caractériser avec le client. Ensuite, on a la définition des règles de gestion et de processus opérationnels clairs, donc les règles de gestion comme je vous l'ai présenté précédemment, et on a pris l'exemple d'un processus interne de scoring. Donc pour nous, c'est vraiment important d'accompagner les clients pour définir et formaliser les processus internes qui seront structurants par rapport à la gestion de portefeuille. Donc, c'est quels sont les jalons clés, quels sont les livrables, les bons rôles et responsabilités aux bonnes personnes, à quel moment, et de ça le formaliser pour que ce soit partageable et compréhensible de tous au sein de l'organisation. Pour terminer sur les exemples de livrables, donc on a là plusieurs aspects sur la mise en place d'un outil de scoring. Alors l'outil de scoring, c'est pas juste on a une grille et on vous laisse avec ça. La grille de scoring est travaillée avec les équipes. Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose pour chaque critère avec une échelle généralement de 1 à 4 pour bien réussir à caractériser quel est le bon score pour chacun des critères, pour chacun des projets. Ça, c'est le livrable principal. Mais à côté de ça, on a également, pour faciliter la prise en main des équipes, des guidelines pour expliquer mieux les questions, expliquer les scores, expliquer les points clés, les points durs qu'il faut régler à chacun des critères, qui doit vraiment réfléchir à ce critère. Donc là, c'est un critère plutôt peut-être business, mais là, on a un critère vraiment collaboratif, business, marketing, industriel, recherche. Autre livrable cette partie, on peut assez rapidement faire des maquettes d'outils automatisés de scoring, ce qui vous permet d'avoir une vision un peu plus visuelle et sympa des projets, de ses atouts, de ses scores et de ses faiblesses. Et également d'avoir une vision de comparaison entre 2, 3 ou l'ensemble de votre portefeuille de projets. Enfin, le livrable final, c'est l'obtention d'un portefeuille avec une vision synthétique, avec sur l'exemple portefeuille de projet après rationalisation, c'est là on a en colonne les différents enjeux, challenges principaux du périmètre sur lequel on intervenait, et en ligne on a les typologies de projets, et donc à l'intersection des deux on a le nombre de projets qui viennent répondre à chacun des enjeux, ce qui permet vraiment de donner une vision synthétique à vos équipes et également au top management. Alors, maintenant, on va vous présenter la méthodologie plutôt accélérée. Donc, pour clarifier les choses, nous, notre conviction chez Kepler, aujourd'hui, dans le contexte actuel qui est compliqué et incertain, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité de vous proposer à nos clients des actions que nous, on a appelées Smart Value Initiative, mais qui permettent de générer des impacts rapides sur votre business, sans pour autant préempter le futur. Donc, on n'est pas sur des approches destructives. L'idée, c'est d'améliorer les choses, de travailler ensemble, sans destruction de valeur, qui permettent du coup d'engager la transformation, votre transformation vers des modèles plus résilients, plus agiles, et tout en essayant de doter vos organisations d'outils et de technologies innovantes. Voilà. Alors,
Si on passe à la méthodologie Flash, donc Smart Value Initiative, nous, ce qu'on vous propose, c'est une intervention en moins de 3 mois avec des résultats concrets pour vous et mesurables. On estime que la première étape durera 2 semaines afin de s'assurer d'être bien aligné sur les enjeux et les grands challenges. Une deuxième étape entre 2 et 4 semaines qui permettra de structurer et de mettre au propre votre portefeuille de projets existants. Et une dernière étape un peu plus longue, entre 4 et 6 semaines, qui permettra d'évaluer, de prioriser votre portefeuille de projets. Donc nous, ce qu'on estime être les livrables d'une mission comme ça de moins de 3 mois sur la rationalisation de portefeuille de projet, c'est une vision partagée du portefeuille de projet existant, un glossaire et des règles de gestion de portefeuille de projet travaillées et partagées par tous, afin d'être bien clair sur cet aspect-là qui vous permettra dans le temps de vraiment mettre à niveau, clarifier votre portefeuille de projet et de vous re-questionner en disant est-ce qu'on est bien en ligne avec la définition qu'on avait faite au départ, est-ce qu'il faut peut-être qu'on l'ajuste, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une base pour lire votre portefeuille de projet et le gérer. Une première version de grille de scoring, donc avec des critères objectifs et des scores que vous puissiez mettre en œuvre avec vos équipes. Une V1 de portefeuille de projet rationalisé, donc rationalisé et également aligné et priorisé avec les objectifs qu'on aura validés à l'étape 1. Et nous, ce qu'on vous propose à cette étape-là, c'est de en fait avoir une segmentation dans votre portefeuille de projet actuel entre 3 grandes briques. Les must-have, donc c'est les projets prioritaires qu'il faut absolument faire et qui sont stratégiques pour l'entreprise. Les nice-to-have, un peu moins prioritaires, mais quand même à faire pour tel ou tel aspect, peut-être un aspect réglementaire ou autre, et des projets plutôt next time. Donc ceux-là, c'est ceux qu'il faudrait peut-être déprioriser à date parce que répondant à des enjeux plus mineurs ou alors ayant un risque plus élevé, et donc on se dit que peut-être il faut avoir quelque chose de plus sûr. Ça sera bien sûr à voir avec vous tous. Ensuite, on proposera une V1 de réallocation de ressources sur la base de ce nouveau portefeuille. Comment on peut ajuster les ressources par rapport à l'existant, par rapport à demain, comment on voudrait que ce soit pour être encore plus efficace par rapport à votre portefeuille de projet rationalisé. Et cette démarche de 3 mois, ce qui est très important aussi, c'est que ça nous permettra de mobiliser les équipes sur le projet de rationalisation de portefeuille et également sur les outils utiles à cette rationalisation et à cette priorisation. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que il faut que tout ce travail soit fait avec vos équipes pour qu'il y ait une appropriation et que derrière, ça puisse vivre dans le temps. Alors, bien sûr, cette démarche Flash, elle nécessite un cadre adapté par rapport à la démarche classique. Donc, c'est un livrable, entre guillemets, avec une ambition un peu plus raisonnable, mais qui intègre une première vision de portefeuille bien rationalisée, priorisée et une première version des outils. Et le second point, c'est un périmètre d'application également, on va dire, raisonnable. C'est-à-dire que si votre portefeuille de projet est inférieur à 50 projets, on pourra appliquer cette démarche sur l'ensemble du portefeuille existant. Nous, on pense que ça sera possible en moins de 3 mois. Par contre, si votre portefeuille de projet il est plus important, donc il y a plus de 50 projets, parfois 100, 200 ou plus, là, il faudra qu'on sélectionne ensemble un segment de ce projet pour réaliser un pilote sur ce périmètre. Et ensuite, à la fin de ces 3 mois, de voir si cette démarche, il faut l'appliquer à d'autres périmètres ou à l'intégralité de votre portefeuille de projet. Alors, pour terminer sur cette partie de méthode Flash pour la rationalisation de portefeuille de projet, on a, identifié 4 facteurs clés de succès vraiment très importants pour que cela fonctionne dans le délai imparti. C'est d'abord être en capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs, donc une équipe multidisciplinaire, pour travailler ensemble sur l'alignement de la stratégie, vos projets, les définitions, les règles de gestion.
ce qui implique du coup une disponibilité de vos équipes pour vraiment qu'on construise ensemble, ce ne soit pas fait en chambre de notre côté, parce qu'on aurait du mal derrière à appliquer ça opérationnellement. Donc vraiment que vos équipes soient disponibles pour travailler à nos côtés sur ce sujet. Ce qui implique également une responsabilisation des acteurs projets pour accélérer la prise de décision et éviter les allers-retours entre les membres de l'équipe projet et leur top management. Il faut absolument qu'on ait le bon niveau d'interlocuteur pour prendre un certain nombre de décisions, ce qui ne nous empêchera pas à certains moments de, bien sûr, demander des arbitrages si nécessaire au top management, mais de pouvoir être assez autonome au niveau de l'équipe projet. Et enfin, le dernier facteur clé de succès, ça sera vraiment notre capacité à donner une vision claire de la cible de portefeuille de projet à votre direction générale. Donc, c'est-à-dire clarifier bien ce qui doit être priorisé demain, ce qui doit être plutôt arrêté et comment on pourra l'implémenter. Donc, une simulation claire avec une temporalité de vers où on va et à quelle échéance. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation sur la partie méthodologique. Je vais rendre la parole à Julien. Merci Pierre. Donc, en synthèse, je voulais revenir sur les principaux bénéfices de cette démarche Smart Value sur la rationalisation du portefeuille et évoquer avec vous quelques prochaines étapes possibles dans le prolongement de cette action. Alors, sur les bénéfices, les principaux bénéfices sont les suivants. Le premier, c'est un alignement des équipes sur les enjeux prioritaires. Le deuxième, c'est des règles de structuration et de gestion de portefeuille et de gestion de projets. Alors, on peut en citer quelques-unes que Pierre a déjà évoquées précédemment, mais c'est une définition claire des typologies de projets, les projets produits, les projets process, les projets de développement de connaissances. C'est des règles de gestion très précises sur le nombre de voies techniques par projet. Par exemple, des projets de développement n'ont qu'une seule voie technique, car on a une certitude sur l'aboutissement de ces projets. Les projets plus amont en recherche et innovation ont plusieurs voies techniques, mais tout de même un nombre limité de voies techniques. Il ne faut pas aller au-delà d'un nombre qui est à définir et qui est lié à votre secteur, à vos technologies, etc. Mais voilà, il y a vraiment un besoin de clarifier ça. Et pour finir, par exemple, des outils de définition des maturités business et technologiques des projets. On pense aux échelles TRL, Technology Readiness Level, ou BRL, Business Readiness Level. Ensuite, un troisième bénéfice important, c'est le fait d'avoir une vision claire, exhaustive, transparente et centralisée de votre portefeuille de projet. Et le quatrième bénéfice pour nous, c'est une vraie capacité à comparer les projets entre eux selon une grille de lecture partagée et construite, et co-construite, je dirais même, avec l'ensemble des acteurs, donc au sein et au-delà de la R&D. Et je reviens sur ce que Pierre a déjà mentionné. C'est pas un outil, c'est une vraie démarche. Et au-delà de l'outil qui est important, certes, c'est le processus, c'est la façon de travailler, la façon de prioriser, le mode opératoire en rassemblant les gens, en les faisant discuter. Et l'outil est plus un langage commun autour de la priorisation des projets qui va permettre de faire évoluer le mindset des différents contributeurs et des différentes personnes. Et donc finalement, la conséquence de ça, c'est le fait que vous avez un portefeuille de projets qui est rationalisé, priorisé et qui vous permet d'être le plus compétitif possible sur vos marchés. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire donc pour prolonger cette initiative Smart Value sur la rationalisation du portefeuille? La première étape qui, alors, pour moi, c'est une prochaine étape quasi indispensable, c'est la mise en place d'une entité dédiée à la gestion de portefeuille. Donc, la mission de cette entité, c'est de faciliter le pilotage, l'optimisation et l'ajustement de votre portefeuille de projet
et l'alignement de ces projets avec la stratégie et les enjeux dans le temps. C'est vraiment de pérenniser cette démarche qu'on a engagée lors de la Smart Value initiative. Et les grands enseignements qu'on a de ces mises en place d'organisations dédiées à la gestion de portefeuille, c'est que c'est des organisations qui doivent être légitimes et bien positionnées dans l'organisation. Et à cet effet, le choix des profils est vraiment très important. Deuxième prochaine étape possible, c'est le renforcement du lien entre les entités de gestion de portefeuille et la gestion de projet. Donc, vraiment, c'est la capacité à définir un cadre commun pour les gestions de portefeuille et de projet et faciliter la coordination entre ces deux rôles, ces deux fonctions. Et cette capacité à intégrer la gestion de projet, le rôle de PMO, finalement, ça contribue au renforcement du rôle de la gestion de portefeuille en interne. C'est vraiment la capacité, au-delà du monitoring global des projets, de la sélection des projets, c'est vraiment la capacité à aider les opérationnels sur les projets complexes avec des PMO compétents et formés. Le troisième next step possible, c'est la mise en place d'une entité excellence opérationnelle. Donc, le but de cette entité, c'est vraiment de déployer les principes, les processus, les méthodologies, les outils au sein de l'organisation avec un objectif d'amélioration continue. Donc, finalement, c'est l'entité qui est un peu le process owner de tous ces outils, ces processus qui ont été construits et que la gestion de portefeuille et de projets utilise au quotidien. Mais c'est vraiment une fonction qui a un intérêt, qu'il y a un intérêt à centraliser, et on peut la trouver sous différentes dénominations en fonction des entreprises. Ça peut s'appeler qualité R&D, excellence innovation, excellence R&D, performance R&D, voilà. Mais c'est important de consacrer une équipe à ces objectifs-là. Et pour finir, quelque chose qui est quelque part un corollaire de ce qu'on vient d'évoquer, c'est la mise en place d'une entité en charge du staffing et de l'allocation dynamique des ressources R&D. Donc, c'est un vrai outil pour la gestion de portefeuille. C'est une vraie capacité à renforcer l'allocation dynamique des ressources par rapport au projet. Par contre, ça revêt une certaine complexité et c'est des entités ou des équipes qui peuvent être rattachées soit aux équipes d'excellence innovation, soit directement à la gestion de portefeuille. Voilà, nous avons terminé cette présentation et nous allons maintenant passer aux questions et nous allons vous écouter.